Salut, c'est Anthony Alimi pour ce 4e épisode de Talking Moutarde. Dans cet épisode, à destination des kinésithérapeutes et autres thérapeutes qui gravitent dans le champ de la prise en soin des douleurs, je diffuse la suite du live de novembre 2023 réalisé avec Joshua Lavallée dans les mythes sur la lombalgie. Nous allons discuter autour de 3 mythes. Une hernie discale donne des douleurs principalement dans la jambe. La douleur pendant une activité indique la mise en contrainte. Et sur les lombaires, Mackenzie, c'est vraiment essentiel. Tout ça en abordant le sujet des compensations et ce qui fait récidiver les lombalgies aiguës. J'ai dû travailler dur pour éviter de nombreuses coupures liées à l'enregistrement et donc vous n'aurez accès qu'au son pour cet épisode sans images. Bonne écoute. Talking Moutarde, la kiné épicée. Le point numéro 4, du coup, c'était une hernie discale, ça donne une douleur principalement dans la jambe. Alors, d'un point de vue de l'intensité douloureuse, oui. Très souvent, en tout cas, c'est le tableau clinique classique, une hernie discale, ça donne des symptômes plus intenses dans le membre inférieur. Alors, quand on parle d'une hernie discale qui va irriter chimiquement la racine nerveuse, donc on va parler de syndrome radiculaire par hernie discale. On peut avoir des hernies discales qui sont pas symptomatiques. Donc, lorsqu'on a une hernie discale qui est symptomatique, qui vient irriter la racine nerveuse chimiquement, on va avoir généralement quand même une douleur dans la jambe, dans le membre inférieur, qui va être plus intense que au niveau lombaire, s'il y a une douleur lombaire, qui n'est pas obligatoire. Mais en revanche, voilà, comme on l'évoquait, une hernie discale, ça peut donner également une douleur lombaire. Notamment, il semblerait que ce soit lié à la stimulation des fibres nociceptives qui sont présentes au niveau du tiers externe de l'annulus lors du passage du matériel nucléaire de l'intérieur à l'extérieur du disque. Voilà. Je sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter, toi, là-dessus, Anthony. Mais grosso modo, moi, ce que j'ai à dire, c'est que dans les douleurs liées à l'hernie discale, on va avoir la douleur radiculaire qui va être la plus intense, qui va être généralement localisée au membre inférieur. Et on peut avoir une douleur lombaire qui va être liée plutôt à la stimulation des fibres nociceptives du disque au passage du matériel nucléaire lors de l'expulsion. Certains même disent l'éjaculation de matériel nucléaire vers l'extérieur. Non, j'ai rien à rajouter parce que tu m'as piqué tout ce que je voulais dire. Donc, Pardon. Effectivement, déjà, il faut bien distinguer le fait d'avoir une hernie discale, le fait d'avoir un conflit disco-radiculaire, le fait d'avoir, c'est quand même deux choses différentes et effectivement pas forcément un conflit, mais au moins une irritation nerveuse par le disque, par la chimie et tout ce qui va être en lien avec les processus notamment IMA, donc immunitaire, genre tout ce qui va être macrophages qui viennent attaquer le nucléus pulposus qui est sorti. Ok, d'accord. Il y a un commentaire, Anthony, sur le point précédent. Que pensez-vous de la compensation? Déclencher une douleur ailleurs après avoir forcé sur une zone déjà douloureuse. Est-ce que ce serait neuro? Est-ce que ce serait mécanique? Toi, qu'est-ce que tu en penses? Quelle est ta perception de cette idée de compensation? Moi, je pense que l'idée de compensation, elle n'est pas très bien étayée par disons que je suppose qu'il y a des explications qui sont beaucoup plus logiques que les explications mécaniques. Notamment, quand on a des douleurs à un endroit, on a une sensibilité sur tous les mi-corps du même endroit où était fait. Donc, si on fait des seuils de douleur à la pression, t'as une céphalée à droite. Si je te fais des seuils de douleur à la pression sur tout le côté droit, il faudrait que j'appuie moins fort pour te faire mal que sur le côté gauche. Et du coup, ça s'explique pas vraiment par des compensations. Ce serait un chiasthète à expliquer. Et il y a plus de chances que ce soit lié avec des phénomènes neuro-humains. C'est logique. Et donc, du coup, je pense que ça explique mieux les douleurs que les compensations. Je sais pas ce que toi t'en penses. Moi, j'avais en tête les mécanismes d'hyperalgésie tertiaire, où on peut avoir effectivement une douleur contralatérale, en tout cas, encore une fois, une douleur miroir qui peut se manifester, mais qui est liée, encore une fois, à des mécanismes neurophysiologiques et pas à des mécanismes purement mécaniques. Et c'est pas non plus, a priori, neuro au sens de la neuroinflammation, par exemple, il me semble. Ouais. Donc, pour les gens, pour que ce soit clair, hyperalgésie primaire, c'est en gros, on met de la capsaïcine sur la cheville. Du coup, ça fait mal parce que ça brûle. La capsaïcine, c'est l'extrait du principe actif du piment. Ça brûle, ça fait mal. La zone autour, elle devient plus sensible. Et dans un premier temps, dans les 5 à 30 minutes qui suivent l'administration de capsaïcine, c'est ce qu'on appelle l'hyperalgésie primaire, ça. C'est en lien surtout avec l'inflammation.
Et encore après, la zone, elle s'élargit un petit peu, elle devient plus sensible mécaniquement. Et donc, du coup, on parle d'hyperalgésie secondaire. Et donc, là, ça intervient dans les 2 à 4 heures qui suivent. Alors, c'est des données approximatives, hein, parce que ça peut changer selon la méthode d'induction. Et encore le lendemain, l'autre cheville est devenue plus sensible. Donc, du coup, quand on a mis de l'extrait de piment, la cheville gauche est devenue plus sensible sur la cheville droite, ou la cheville gauche est devenue plus sensible à la stimulation mécanique le lendemain, 24 heures après. Et c'est ça l'hyperalgésie tertiaire. Du coup, que les gens, ce soit clair pour tout le monde sur ce terme. Et du coup, évidemment, l'extrait de principe actif du piment, ça va pas changer la manière dont la personne va se déplacer. Et donc, du coup, ça va pas forcément déclencher des compensations. Bah, la douleur peut changer le mouvement, elle peut changer la manière de se déplacer, mais c'est pas forcément ces changements-là qui eux-mêmes amènent à la douleur Ouais. mécaniquement derrière, quoi. Mais ça, je te propose qu'on en parle au point numéro 5. Yes. Bah, du coup, on y arrive. Le point numéro 5. Une douleur pendant une activité, ça indique la mise en contrainte. Donc, exemple sur ce mythe-là. J'ai mal quand je suis assis, c'est-à-dire que j'ai mal, j'ai une douleur en flexion. J'ai mal quand je me penche en avant, c'est-à-dire que j'ai une douleur en flexion. J'ai mal quand je marche, c'est-à-dire que j'ai des douleurs en extension. Du coup, ça, c'est un mythe qui est assez fréquent. Et je vais expliquer pourquoi moi je pense que c'est un mythe, mais toi, je crois que tu avais déjà des choses à dire là-dessus. Bah oui, je pense que en fait cette vision-là, c'est une vision qui est très articulaire entre guillemets en fait du mouvement. Si on raisonne, voilà, je suis assis ou je me penche, donc c'est de la flexion, mes articulations, voilà, il y a une flexion de ma L4 par rapport à la L5, oui, mais pas que. Et en fait, je pense que le problème, c'est que il s'agit d'un mythe, cette phrase-là, à cause de ce mais pas que. Donc de ces variables cachées, de ces facteurs confondants auxquels on n'est pas forcément habitué de penser et qui peuvent expliquer aussi la présence de douleur dans ces situations-là. Donc, par exemple, tu évoquais la position assise, de l'ischémie peut provoquer une douleur en position assise de par la mise en tension prolongée d'un tissu. On peut avoir une ischémie transitoire au niveau de ces tissus. Le milieu devient acide. L'acidité peut exciter les nocicepteurs et peut-être à terme amener à une douleur sans qu'il y ait de notion que ce soit la mécanique articulaire qui soit en cause. De même que si on a un patient qui est contracté, qui est crispé quand il se penche, oui, il y a une flexion au niveau articulaire, mais peut-être que le problème réside dans le fait que il y a une résistance musculaire qui finit par être douloureuse, une espèce de bras de fer intérieur, on va dire, entre le fait que d'un côté je veux me pencher, mais de l'autre mes spinaux sont contractés ou mes abdominaux sont contractés, et ça peut aussi amener à de la douleur. C'est un autre exemple. Je dis pas que c'est ce qui se passe à chaque fois, mais c'est un autre exemple. Ouais. Ouais, Et je sais pas si, ouais. Du coup, ouais, t'as parlé du coup de tout ce qui va être un peu chimique et ce genre de choses. T'as parlé aussi de tout ce qui va être un peu contraction musculaire, compression et ce genre de choses, des comportements protecteurs, maladaptatifs entre guillemets, genre on se gaine quand on se penche en avant. Il y a aussi tout ce qui va être psychologique et notamment parce que en fait la douleur de base, même si on fait que imaginer des mouvements, ça a été montré par Moseley. Du coup, imaginer des mouvements, même en collant des EMG, ça peut déclencher des douleurs. Même si on voit que électriquement, ça est neutre en EMG, on a vu que les gens qui imaginaient des mouvements douloureux déclenchaient les douleurs. C'était particulièrement bien montré dans les SDRC, mais moi je peux vous dire, j'ai essayé avec plein de patients. J'essaye même en formation et ça arrive souvent qu'en formation, en faisant des imageries motrices du LNT, les gens ils arrivent à déclencher des douleurs. Alors pas tous, hein, mais genre une, deux personnes sur une dizaine qui arrivent à déclencher des douleurs sur l'ULNT maximal. Et c'est d'autant plus vrai que pour par exemple le fait de se pencher en avant. Déjà se pencher en avant, c'est hautement acquis dans la société que c'est quelque chose de dangereux pour les lombaires, que tout le monde pense que c'est un truc qu'il faut faire super attention et tout ça. Et il se trouve qu'il y a eu 2 études qui ont essayé d'évaluer comment se comporte la douleur. Donc une étude de Saraceni en 2021 qui essayait de chercher des facteurs biomécaniques qui expliquaient l'augmentation de la douleur lors du fait de soulever un objet. Et encore plus intéressant, l'étude de Guillaume Christ en 2020, je crois. Peut-être 2020 ou 2021. 2021. 2021. Ok, bref, dans laquelle du coup il a pris des gens qui avaient des douleurs lombaires quand elles se penchent en avant. Il a fait un traitement et il a vérifié du coup si le changement dans le fait d'avoir des douleurs quand il ramasse un objet au sol était expliqué par des facteurs mécaniques. Donc là, lui, il avait 3 facteurs mécaniques: la mobilité lombaire, la mobilité dorsale, la vitesse
à laquelle donc de ça il utilisait l'amplitude et du coup la vitesse à laquelle ça allait, et l'activation EMG par des EMG de surface sur les spinaux, lui et ses collaborateurs. Hein. Ce qu'ils ont remarqué, c'est que finalement, quand on faisait un traitement, les gens ils avaient moins peur et du coup ils avaient moins de douleur, voire plus de douleur quand ils se penchent en avant et ramassent un objet. Et c'est indépendamment des changements de la mécanique lombaire. C'est-à-dire que les gens ils vont pas moins vite, pas plus vite, ils vont pas se contracter plus ou moins, en tout cas au niveau des érecteurs des spinaux, quoi. Et c'est la même chose pour Saraceni. Eux, ils avaient 21 facteurs biomécaniques. Et sur les 21, il n'y en a qu'un seul qui était plus ou moins associé au fait de déclencher les douleurs lombaires, une augmentation des douleurs lombaires en se penchant, quand on ramassait un objet. Donc ça laisse supposer que c'est plus compliqué que juste j'ai mal quand je me penche en avant, c'est parce que j'ai mal en flexion, parce que du coup il se passe beaucoup plus de choses, parce que le corps humain est éminemment complexe et il y a éminemment beaucoup plus que de la biomécanique sur ce genre de sujet, et notamment la peur, comme montré par Guillaume Christ, ou même des associations, peut-être des conditionnements, même si on n'est pas sûr que ça existe pour de vrai au niveau de la douleur. Enfin, bref. Mais en effet, je pense que c'est un biais qu'on peut avoir dans notre profession d'envisager le mouvement uniquement sur des aspects purement biomécaniques. Et encore une fois, là, par exemple, on évoquait quelque chose de très structurel, de très articulaire, en fait, de se dire si j'ai mal assis, c'est qu'il y a une douleur, c'est que j'ai un problème en fait, avec la flexion. C'est assez réducteur, en fait, et en effet, il faut pas oublier que autour de la mécanique lombaire, il y a aussi de la motricité, et autour de la motricité, il y a aussi de la psychologie, et tout ça, il y a de la neurophysiologie, et tout ça, ce sont autant de choses qui peuvent biaiser d'ailleurs notre évaluation. D'ailleurs, c'est un peu la difficulté d'ailleurs, mais je pense que c'est tout le travail de savoir en tenir compte pour pouvoir ensuite identifier ces facteurs et les prendre en charge. Moi, je me souviens d'une patiente qui, du coup, quand elle faisait des extensions lombaires, ça augmentait ses douleurs. Quand elle faisait des flexions lombaires, ça les diminuait. Donc, elle se penchait en avant, ça les diminuait. Et du coup, quand on faisait des divers mouvements, par exemple, elle faisait du hip thrust qui créait des grosses extensions lombaires. Donc, il y avait quand même des changements mécaniques. Ça abolissait complètement ses douleurs. Alors que du coup, l'extension augmentait ses douleurs en position debout. Donc, l'extension lombaire en position de hip thrust abolissait ses douleurs, alors que l'extension lombaire en position debout augmentait ses douleurs. Et du coup, ça suggérait que c'est vachement plus complète qu'un mouvement ou ce genre de choses. Peut-être que c'est quand même des facteurs mécaniques, ou peut-être que c'était encore autre chose. Enfin bref. Je sais pas si toi, Anthony, ou si d'autres qui nous écoutent ont déjà fait cette expérimentation-là avec des patients qui ont, par exemple, de la peur de se pencher, leur demander en fait de faire de l'imagerie motrice, de faire de la visualisation mentale, de s'imaginer en train de se pencher. Ça m'est déjà arrivé que pendant cette visualisation-là, certains patients redéclenchent en fait leur douleur. Ouais. Et c'est même intéressant du coup de travailler à travers cette imagerie motrice-là pour essayer peut-être de dissocier entre guillemets la perception du mouvement, l'anticipation du mouvement et la douleur. Ouais. Oui, si. Comme je l'ai dit, hein. Moi, j'ai fait plein d'expériences avec mes patients, les pauvres, je suis désolé. Mais du coup, j'arrivais à faire même des changements de symptomatologie des changements dans la topographie de la douleur, juste avec de l'imagerie motrice. Donc, suffisait d'introduire les bons mots avec les bons mots, et du coup, les gens, j'arrivais à faire déplacer leur douleur un petit peu au niveau de la hanche, au niveau du genou, enfin bref. Après, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est aussi quelque chose qui a été rapporté à l'époque par Louis Gifford. C'était d'ailleurs une de ses critiques envers le phénomène de centralisation, en évoquant que ça vaut ce que ça vaut encore une fois, hein, c'est l'expérience d'un clinicien avec certains patients, mais qui, si on prend au sérieux et si on y adhère inconditionnellement, il semblerait qu'il ait pu moduler effectivement la topographie douloureuse, faire varier la topographie douloureuse simplement avec la suggestion, et pas uniquement du coup des facteurs mécaniques. En ayant lu ce que avait dit Louis Gifford. J'en avais parlé dans ma conférence sur la centralisation, je crois. C'était le débat Mackenzie du coup sur le sujet. Et en fait, il avait fait des lettres à l'éditeur avec un membre de l'Institut Mackenzie International, donc le gros organisme de formation qui chapeaute tout Mackenzie International. Et je crois que ça va être la transition parfaite avec le point suivant. Et ouais, du coup, c'est pas tapé. C'est un mythe que j'ai entendu et que je l'ai lu, genre sur les lombaires. Mackenzie, c'est vraiment essentiel. Et donc du coup, moi ça me gêne un petit peu parce que je pense que c'est vachement cool Mackenzie pour plein de raisons. J'ai déjà conseillé la formation à plusieurs personnes pour plein de raisons aussi. Mais dire que c'est essentiel, ça me semble un peu
bon, je te propose qu'on en discute là tout de suite et on essaie de discuter sur le sujet. Donc toi, qu'est-ce que tu en penses de cette affirmation? Alors déjà, pour être tout à fait transparent, pour les gens qui nous écoutent, je suis certifié McKinsey. J'ai fait ma certification de mémoire en 2019. Donc ça fait un moment maintenant, ça fait du coup 4 ans. Donc moi je trouve que en ce qui me concerne, j'ai eu une expérience très positive avec la formation en McKinsey. Je trouve que ça m'a beaucoup apporté. Je pense que la question qu'on doit se poser, c'est d'une part, déjà qu'est-ce qu'on entend par McKinsey? Est-ce qu'on parle du cursus de formation tel qu'il est proposé par les instituts nationaux ou internationaux? Est-ce qu'on parle de la procédure d'évaluation du comportement des symptômes en fonction des contraintes? Est-ce qu'on parle du système de classification? Est-ce qu'on parle de l'algorithme thérapeutique, les principes de rééducation? Donc en fait, il faut bien préciser de quoi on parle lorsqu'on dit que c'est l'essentiel. Est-ce qu'on parle de tout ça à la fois? Est-ce qu'on parle de certains aspects et pas d'autres? Donc bon, il faudrait déjà clarifier un peu ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on appelle essentiel? C'est quoi le critère de jugement? Est-ce que c'est l'efficacité pédagogique? Est-ce que c'est l'efficacité thérapeutique? Est-ce que c'est l'efficacité, disons, diagnostique liée à la classification? Donc, je pense que il faut préciser un peu le propos, savoir de quoi on parle, et en fait, disons, mon opinion, moi, va changer en fonction aussi de quoi on parle. Donc, toi, qu'est-ce que tu aurais à en dire? Bah écoute, moi on va parler de le processus, la procédure, on va dire, plutôt que la formation. Parce que la formation en soi, je pense que elle est cool pour plein de sujets. Et notamment moi, je pense qu'elle m'a apporté beaucoup sur la peur de faire des exercices douloureux avec les patients. C'est-à-dire que avant de faire la formation, j'avais beaucoup plus peur de faire des mouvements qui augmentaient les douleurs de mes patients. Alors que dans la formation, c'est quelque chose qui est banalisé, qui est normal, et même c'est montré devant nous avec des vrais patients. On dit bah ça augmente, ok, pas de problème, et ils y vont quand même. Et donc du coup continuer, et donc du coup je trouve ça vachement cool parce que ça vient probablement donner une auto-efficacité à la douleur et ce genre de choses. Mais on va dire que la procédure en elle-même, le fait de classifier les choses par des mouvements et des préférences de mouvements, ça me semble cool pour plein de raisons, et ça me semble dangereux pour d'autres raisons, dans la mesure où bah déjà un truc tout con, mais il y a tous les patients n'ont pas envie de cette approche-là. Et ça c'est super important parce que en fait si on fait que Mackenzie avec les patients, et ben du coup il y en a forcément qui seront insatisfaits, qui auront des attentes qui seront pas accomplies et ce genre de choses. Et c'est dommage parce que juste en prenant le temps d'écouter la personne, en lui proposant les options, tout ça, bah il y en a qui par exemple auraient juste voulu faire du gainage ou des exos lombaires, qui sont aussi très intéressants et qui d'ailleurs ont montré autant d'efficacité dans le traitement de la lombalgie que la méthode en elle-même avec tous ses principes. En tout cas, d'après les revues systématiques qui sont parues, celle de l'âme en 2019, si on corrige un petit peu l'erreur dans la méta-analyse ou sur la fonction, ou l'étude ou la revue systématique de Sanchez, si on corrige les inclusions des études, parce qu'ils ont inclus des trucs qui n'étaient pas du tout McKenzie dedans. Donc pour moi, ça me semble chaud de dire c'est essentiel parce que il y a des gens qui n'auront pas envie de ça, et je pense qu'il faut identifier, il faut proposer les choses à ces personnes-là qui soient différentes. Et aussi un autre truc, c'est que pour une lombalgie aiguë, actuellement, on a des données qui sont faites par des gens qui sont formés par TIA, comme moi. Et il semblerait que pour les lombalgies aiguës, on ne diminue pas, alors ça augmente pas plus que ça les effets, parce que la lombalgie aiguë, ça guérit dans tous les cas. Donc ça, c'est normal. Mais aussi, surtout, ça ne diminue pas le risque de récidive. Et ça, c'est quand même important parce que il semblerait que les séances de kinésithérapie, elles diminuent le risque de récidive, et notamment quand il y a des exercices, mais ça pourrait ne pas être le cas pour quand on fait des exercices type Mackenzie. Donc, j'ai des idées là-dessus sur le pourquoi. Je les évoquerai si des gens sont chauds pour que je les évoque, mais du coup, c'est intéressant parce que ça veut dire que dans tous les cas, même si on fait Mackenzie et qu'on traite les gens avec une préférence directionnelle, tout ça, il serait essentiel pour une lombalgie aiguë de faire des exercices genre de gainage ou ce genre de choses pour compléter la rééducation, pour limiter le risque de récidive. Donc certains diront bah oui, mais dans Mackenzie on fait ça. Et ben ok, très bien. Qu'est-ce que t'en penses toi du coup? Bah, je pense qu'il y a plusieurs choses à dire. Déjà, si on parle de la classification, le fait de classifier, en général, pas uniquement la classification McKenzie, je pense que c'est bien de rappeler quand même que les classifications pour la lombalgie, il en existe des tonnes. Rien qu'entre 83 et 2003, une revue systématique qui a répertorié 30 classifications diagnostiques différentes.
Donc, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que une classification, le plus souvent, c'est un choix arbitraire de catégories, c'est un choix arbitraire de critères pour classifier. Et a priori, là, je parle pas d'efficacité thérapeutique derrière, mais a priori, qu'est-ce qui justifie qu'une classification soit a priori meilleure qu'une autre? Qu'est-ce qu'on ne sait pas aujourd'hui? Quelle est la meilleure manière de classifier? Ensuite, ce qu'il faut rappeler, c'est que la classification, ça fait des années qu'on essaye de faire ça, catégoriser des patients, identifier des sous-groupes de patients, disons, qui soient similaires, qui soient semblables et qu'on puisse traiter. Donc, ça peut être une approche intéressante. Mais les chercheurs aujourd'hui, pour une bonne partie quand même, semblent plutôt être d'accord sur le fait qu'il faut tendre vers une forme d'individualisation de disons, de l'analyse du cas du patient et de la thérapeutique. Donc ça rejoint ce que tu disais déjà sur les attentes, mais au-delà de ça, je pense que d'un point de vue thérapeutique, ça veut dire que on va pas pouvoir s'appuyer seulement sur un algorithme. Peut-être qu'en première approche, c'est une manière simple et peut-être simpliste malheureusement. Et je dis malheureusement parce qu'en vrai, ça simplifierait la vie à tout le monde si les classifications étaient suffisamment efficaces et pertinentes pour amener derrière à de l'efficacité thérapeutique vraiment concrète et significative. Mais malheureusement, il semble que ce soit pas suffisant, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle les chercheurs poussent vers une forme d'individualisation de la prise en charge, en particulier pour les douleurs récidivantes et persistantes. Je sais pas si t'as déjà un truc à dire par rapport à ça. Alors après, en soi, le fait d'individualiser, c'est plus ou moins une manière de classifier aussi, parce que finalement, c'est juste une classification avec beaucoup plus de sous-variables. Genre, dans la tête, moi, en tout cas, quand j'individualise, entre guillemets, je fais des trucs dichotomiques. Il a ça ou ça, il a des attentes ou pas d'attentes, il a du catastrophisme ou pas de catastrophisme, il a des croyances de périvitement ou pas de croyances de périvitement. Enfin bref, il y a tout un processus qui finalement l'individualisation, c'est une autre manière de finalement classifier, mais avec beaucoup plus de sous-catégories. Et du coup, je pense que toi, t'as l'étude de Rabert en tête avec les 27 sous-catégories qu'il a voulu créer et que finalement on arrivait à faire rentrer des patients dans toutes les catégories. Que si on voulait en créer une infinité, probablement qu'on arriverait à créer une infinité de catégories qui font intervenir tous les patients. C'est ça l'idée donc de cette étude. Pour ceux qui ne la connaissent pas, étude publiée en 2019. Donc les auteurs ont pris 294 participants souffrant de lombalgie chronique et ils ont pris 3 variables. Donc la susceptibilité à la douleur entre guillemets, donc ça évalue le système nociceptif, le profil psychologique et la réponse au mouvement répété en flexion-extension. Donc une approche Bâtard-Mackenzie. Et donc ils ont ensuite diviser ces 3 variables en 3 critères, en 3 disons degrés, et donc ça nous a fait un total de 27 catégories, 27 profils possibles. Et dans cette population, ils ont regardé la répartition de ces quasiment 300 participants dans les 27 profils possibles. Et ce qu'ils observent, c'est que les patients, les 300 personnes se répartissent dans tous les profils. Et donc leur conclusion, c'est de dire, si on avait pris plus de variables, eh bien simplement, on aurait eu un étalement plus important des patients dans ces multitudes de catégories et on n'aurait pas eu en fait de catégories qui seraient apparues comme étant plus prévalentes et comme étant plus représentées, dans lesquelles davantage de patients seraient inclus. Donc c'est l'étude de Rabey, R-A-B-E-Y, et collaborateurs en 2019. Pour ceux qui veulent la référence exacte, n'hésitez pas à nous écrire sur Instagram, on vous l'enverra. Et du coup, juste, moi, j'aimerais préciser quand même, on n'a pas vu de classification qui est meilleure qu'une autre, mais on n'a pas vu de plus pourri qu'une autre non plus. Et donc, en gros, faites ce avec quoi vous êtes à l'aise. Et moi, ça me dérange pas que vous fassiez du Mackenzie, que vous fassiez de la thérapie fonctionnelle collective, que vous fassiez n'importe quoi. En fait, faut juste pouvoir s'adapter et pouvoir dire, je change. Et je fais pas un truc il y a rien qui est essentiel. Et en gros, ne pas être buté, être un Mackenzie, entre guillemets, du coup, sur le sujet et de vouloir faire un peu ce genre de choses. Bref. De toute façon, ce que dit l'étude, c'est que la lombalgie, c'est quelque chose de hautement individualisé, hautement individualisable. Donc, de toute manière, quelque forme de classification qu'on aura sera une forme de réduction, ce sera un réducteur. Et il semble que du coup, l'efficacité thérapeutique derrière ne dépende pas tellement de la classification, mais davantage des mécanismes sous-jacents. Et peut-être que du coup, certaines classifications amènent derrière des algorithmes thérapeutiques qui partagent des mécanismes d'action qui vont faire que telle classification et telle classification auront des avantages, auront des bénéfices, et des patients vont s'améliorer avec ces classifications-là.
L'idée, c'est que certains ne vont pas s'améliorer avec ces classifications-là si ça nous empêche d'accéder à certains mécanismes d'action parce que le paradigme, il est celui-ci ou celui-ci. Et l'enjeu face à des personnes qui ont des douleurs notamment persistantes, ça va être de dépasser ça et d'essayer justement d'avoir accès à un maximum de mécanismes d'action. Donc, l'idée d'individualisation, c'est de pouvoir se dire, OK, en fait, j'ai toutes les cordes à mon arc et il va falloir que j'aille piocher dans toutes ces possibilités-là pour pouvoir essayer de trouver une solution pour le patient. Donc je trouve que c'est vraiment une invitation en fait à ce qu'on sait faire de base en tant que kiné, le bilan diagnostic kiné avec un bilan de déficience, juste là qui est peut-être beaucoup plus général où on intègre des composantes neurophysiologiques, des composantes psychologiques, affectives, émotionnelles, des composantes sociales et ainsi de suite. Et pour chacune de ces déficiences, trouver une option thérapeutique qui correspond. Il y a Antoine, du coup, qui me demande mes hypothèses sur comment ça diminue le risque de récidive. Peut-être que t'en as, toi, comment les exercices diminueraient le risque de récidive, sinon moi je me donne les miennes. Comment les exercices en tant que tels, uniquement, isolés? Ouais, genre gainage, ce genre de choses, ça pourrait diminuer le risque de récidive. J'ai plusieurs hypothèses. Les deux premières qui me viennent en tête, d'une part, ça va être notamment tout ce qui est facteur psychologique, notamment lié à l'auto-efficacité, comme tu l'as évoqué. Par exemple, apprendre qu'on peut s'exercer malgré la douleur, sachant que l'exercice, on le sait, a des effets antalgiques ponctuellement. Du coup, peut-être que ça permet, voilà, de se dire que, alors, parce que quand on parle de récidive, souvent on parle de récidive de consultation. Là, faut qu'on soit d'accord de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de récidive de douleur et où les gens consultent, ou de récidive de douleur dans tous les cas? Parce que ça change aussi un petit peu ce qu'on va intégrer comme critère. Tu vois ce que je veux dire? Si les gens sont auto-efficaces avec les exercices et qu'ils les mettent en application lorsqu'ils ont une douleur qui réapparaît et que du coup ils ne consultent pas, on ne les voit pas et on a l'impression qu'ils ne récidivent pas. Du coup, là, pour le coup, c'était les récidives de douleur, pas forcément de consultation. Parce que du coup, dans l'étude, c'était l'étude de, comment il s'appelait? Maher, c'était l'étude de Maher 2019, je crois, ou 2020, je sais plus, qui trouvait que en fait les gens quand on faisait une approche plus ou moins à Mackenzie, et ben du coup derrière ils ne récidivaient, mais ils ne reconsultaient pas parce qu'ils avaient leur mouvement, et donc du coup ils s'autogéraient. Même s'ils maintenaient les mouvements au cours des mois avant la récidive, même s'ils maintenaient le mouvement, ils récidivaient quand même. Mais Donc c'est la récidive ne de consultaient pas. Ouais, mais ils consultaient pas. Oui, donc c'est ce que j'ai évoqué. Sans doute que du coup là, il y a quelque chose qui a été amélioré au niveau de l'auto-efficacité à la douleur, qui fait qu'à la fin, ils se sentent peut-être plus en confiance, plus en maîtrise, et qui fait qu'ils ne reconsultent pas. Ouais, mais par contre, quand on est sur des séances de kiné, on a vu que les séances de kiné diminuent le risque de récidive de douleur, pas de consultation. Et Ok. Du coup, toi, c'est quoi tes hypothèses? du coup, effectivement, il y a des hypothèses psychologiques, de tout ça. Ouais. Notamment, en fait, si tu vas commencer à déclencher une petite douleur, mais que tu sais que finalement tu peux forcer même si t'as mal. Mais du coup, c'est mal expliqué par le fait que Mackenzie, du coup, on fait ça aussi et finalement la psychologie change et finalement ça change pas le risque de récidive. Donc moi, mon hypothèse principale, c'est qu'en fait, il faut une certaine intensité d'exercice, une certaine intensité musculaire pour avoir des changements au niveau des facteurs neuro-humains. Donc pour avoir des facteurs neurotrophiques qui vont changer un petit peu la sensibilité, qui vont changer un petit peu les cellules gliales au niveau de la zone. Parce que on a vu que les gens qui avaient des lombalgies aiguës, ils avaient un fort taux de récidive, ce qui laisse supposer qu'une fois qu'ils déclenchent une lombalgie aiguë, ils gardent une certaine sensibilité et que du coup cette sensibilité elle reste là. Donc ça c'est mon hypothèse principale. Et j'ai une autre hypothèse, c'est que en fait, on a vu aussi que les gens qui avaient des lombalgies aiguës, ils avaient souvent une inhibition motrice des muscles profonds. Et cette inhibition motrice, elle persiste d'ailleurs chez les gens qui ont une lombalgie chronique, ce qui amène à des involutions graisseuses, parce qu'on n'utilise plus les muscles qui changent et ça donne de la graisse et tout ça. Et du coup, imaginons que on n'utilise plus les muscles profonds, du coup on met plus en charge le rachis. Et si on met plus en charge le rachis, du coup on n'a pas ça tire pas sur les fibroblastes, ça tire pas sur ça tire pas sur du coup les fibroblastes qui vont du coup relâcher les cytokines anti-inflammatoires dans la zone, ce genre de choses. Et donc du coup, effectivement, ça va pas rechanger à nouveau la sensibilité qui était sous-jacente. Donc voilà, c'est mes deux hypothèses principales. J'imagine qu'il y en a plusieurs d'autres. On me demande Moi, j'avais. nombre de mouvements en série ou cardio. Et du coup, il y a très peu d'études sur la prévention secondaire. C'est très dur de trouver des études sur la prévention secondaire. C'est-à-dire que quelqu'un qui a déjà déclenché une lombalgie, on diminue le risque de récidive. À ma connaissance, j'en ai que 2 en tête. Non, il y a une revue systématique de 2010 sur ce sujet. Il n'y a pas beaucoup d'études sur le sujet, donc du coup, ça va être difficile de parler. Mais en tout cas,
tout ce qui va être gainage, tout ça semble efficace. Vas-y. Tu voulais dire quelque chose, quoi? Oui, ce que je voulais dire, c'est que moi, enfin, mes hypothèses sont aussi des mêmes ordres que les tiennes, notamment ce que tu évoquais par rapport aux aspects biochimiques en lien aussi avec l'usage des muscles profonds, en lien avec les évolutions graisseuses. Il semble en effet qu'il y a une corrélation entre la présence d'évolutions graisseuses et le risque de récidive ou en tout cas la sévérité aussi des lombalgies, sans doute en tant que biomarqueur d'une certaine utilisation, comme tu le disais, des muscles profonds et d'un certain état aussi biochimique à ce niveau-là. Et donc peut-être qu'en effet, le fait d'exercer localement la zone permet de lutter contre ces mécanismes-là et donc d'éviter de par ce fait les risques de récidive. C'était aussi donc davantage en fait pour en fait faire une réponse un peu générale, davantage des facteurs peut-être biochimiques et des facteurs peut-être voilà neurophysiologiques, neuropsychologiques que des aspects purement mécaniques et que en fait lorsqu'on fait des mouvements répétés, on fait aussi en fait on fait aussi de la biochimie, on fait aussi de la neurophysio. Mais du coup, les mouvements répétés, rappelons-le, ne changent pas comment dire, ne changent pas le risque de récidive. La récidive, oui, oui. Du coup, vu qu'on parle des muscles profonds, ça fait une belle transition avec le test d'instabilité lombaire. Donc, à moins que tu veuilles encore qu'on aborde ça, moi, je te propose qu'on parle du mythe du numéro 7 que j'ai identifié. Le test d'instabilité lombaire identifie si les muscles arrivent à bien immobiliser le segment douloureux. C'est la fin de ce 4e épisode de Talkin' Moutarde. J'espère qu'il vous aura plu. Dans le prochain épisode, je vous posterai la fin du live avec Joshua Lavallee, où nous abordons le test d'instabilité lombaire, la pertinence des signes de Modic et, du coup, l'utilisation du CSI, Central Sensitization Inventory. J'espère que vous serez nombreux à l'écouter et en attendant, épicez-vous.